Se faire arrêter, Mary. C'est la seule option. L'idée était si absurde que j'ai failli rire. Mes mains ont agrippé le tableau de bord de l'Audi, la même Audi que Julien avait volée au parking du Grand Palais il y a, une douzaine d'heures. Le temps était devenu une bouillie indistincte depuis la nuit dernière. La voix de Julien, elle, était d'un calme terrifiant, son regard sombre fixé sur le bitume luisant sous les phares. Il était blessé, fatigué, mais sa détermination ne vacillait pas. Comment était-on arrivé là? C'est ça, la question. Comment une simple barmaid comme moi, Mary? Ah, man, trouvait-elle à discuter de se livrer au FBI, enfin, à la police nationale, avec un homme que je connaissais à peine, mais avec qui j'avais vécu plus en 24 heures que la plupart des gens en une vie? La ville de Paris défilait, grise et endormie, par la fenêtre. On la laissait derrière nous, mais elle nous rattrapait toujours. Il y a moins d'une semaine, ma vie était monotone, oui, mais prévisible. Je servais des verres aux Lys dorées, un endroit feutré du 6e arrondissement où les hommes puissants venaient jouer à être plus puissants encore. Mon quotidien était fait d'un mélange d'odeurs de cigares, de cuir cher et de cette espèce de désespoir masqué par le luxe. J'avais 26 ans, des cheveux noirs tirés en arrière, et je me fondais dans le décor. L'invisibilité, c'était ma force, ma survie. Personne ne voyait la fille derrière le bar. Personne ne voyait Marilyn, l'ancienne interne en chirurgie qu'on avait blacklistée. Mais Julien Dubois, lui, avait vu. C'était un peu flou, cette nuit-là. Je me souviens d'une serveuse qui avait laissé tomber un plateau, un vacarme, tout le monde avait tourné la tête. Et c'est là, dans ce bref instant de distraction, que j'avais vu Pierre Martel, son bras droit, son frère, laisser tomber une pincée de poudre blanche dans le verre de whisky de Julien. Mon sang s'était glacé. Ce poison, je le connaissais. Le doigt de gant, la digitale. Un arrêt cardiaque assuré en quelques minutes. Je me souviens d'avoir figé, le torchon dans ma main devenu immobile. Pierre souriait, un sourire vide, sans âme. Ma première pensée. La plus lâche et la plus instinctive fut de me cacher, de laisser faire. Ce n'était pas mon problème, après tout, n'est-ce pas? Un gangster de moins, la rue serait peut-être un peu moins dangereuse. Mais quelque chose m'a retenu. Ce sourire si froid sur le visage de Pierre. On ne tue pas quelqu'un qu'on prétend aimer avec une telle distance. C'était de la pure lâcheté. J'ai toujours haï les intimidateurs et les lâches. Et puis, je savais qu'un vide de pouvoir comme ça ne ferait qu'embraser Paris. Le Lys doré serait le premier à brûler, et moi une simple perte collatérale. J'avais griffonné la note sur un sous-verre, les mains tremblantes, mais la voix étonnamment stable quand j'avais proposé de la glace à Julien. De la glace fraîche, Monsieur Dubois? L'astuce du sous-verre, un tour de main appris d'un ex-petit ami un peu arnaqueur, m'avait permis de glisser mon message discrètement. Ne bois pas, souris et pars. Pierre m'avait regardé d'un œil noir, je m'en souviens. Mais Julien, lui, il avait juste des airs pesants. Ce regard si lourd qu'il était presque physique. Il avait lu, j'en étais sûr. Il l'avait lu et, sans un tressaillement, avait mis son verre de côté. Le soulagement, un tsunami. Je pensais qu'il allait partir, que j'allais pouvoir disparaître à nouveau. Sauf que Julien n'est pas parti seul. Non, il s'est dirigé vers le bar. Il m'a attrapé par le poignet. Ses doigts comme du fer. Tu viens avec moi. Il n'y avait pas de place pour le débat. Il m'a traîné hors du bar, m'a jeté à l'arrière d'une escalade blindée. Oui, blindée. Je l'ai compris quand les balles ont claqué sur la vitre arrière, juste après qu'il ait dégagé le chauffeur inerte. Pierre, il était fou de rage, il tirait sur nous. J'étais terrifié, mes mains agrippant le tapis du plancher. Mais Julien, lui, ne paniquait pas. Il conduisait avec une violence calculée, traversant Paris à toute vitesse.
Mes émotions étaient un chaos indémêlable. La peur, bien sûr, une peur viscérale, mais aussi une sorte de fureur froide. J'avais failli mourir. Mon quotidien, cette petite illusion de sécurité, venait d'exploser. Où est-ce que tu m'emmènes? La question m'est sortie, plus un cri qu'une vraie question. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, ses yeux sombres, impénétrables. Quelque part où Pierre ne te cherchera pas avant au moins 1 heure. J'étais furieuse. Je t'ai sauvé la vie. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Sa réponse, un simple « Tu m'as sauvé » ou « Tu es juste la distraction » m'a frappé de plein fouet. J'avais crié, j'avais vu la poudre, elle venait de sa manchette. Et lui de répliquer « Pourquoi une barmaid se soucierait-elle si un voyou en tue un autre ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Pourquoi, en effet, les lumières de la ville s'estompaient? Parce que j'ai déjà vu ce poison, avais-je murmuré, fixant la nuit. Je sais à quoi il ressemble. Mon père n'était pas pharmacien, comme je l'ai menti plus tard. C'était bien plus compliqué que ça, bien plus douloureux. Julien n'avait pas répondu, mais sa poigne sur le volant s'était resserrée. 20 minutes plus tard, nous étions dans un garage souterrain, sous un immeuble élégant du 16e arrondissement. Ce n'était pas le quartier général des Dubois, mais une résidence privée. Il avait coupé le moteur et le silence était lourd. Il a vérifié mes antécédents, mes rares traces. Une fantôme, c'est ce que j'étais, payant mes impôts, louant un studio à Montreuil, sans la moindre présence sur les réseaux. J'aimais ma vie privée, oui, défensivement. Et puis, la confession de Julien. Pierre était son frère, de toutes les manières ce qui compte, et il avait essayé de le tuer. Je l'ai écouté parler de trahison, de soupçon, la voix emplie d'une amertume insoutenable. Il a bu une gorgée de son verre, ses yeux ne me quittant jamais. Et puis, il y a eu ce contact. Il a effleuré une mèche de cheveux sur mon visage. C'était électrique, un choc jusqu'à la pointe des pieds. Toi, Da, il a dit, tu es la variable que je n'avais pas prise en compte. Il a saisi mon poignet, le levant à la hauteur de ses yeux. Mon cœur battait la chamade. J'étais sûr qu'il pouvait le sentir. Pour qui travailles-tu, Marie? Les flics? Les Russes? Ou Pierre t'a-t-il payé pour simuler un sauvetage afin que je te fasse confiance? Je ne travaille pour personne. J'ai protesté, tentant de me libérer. J'ai vu la poudre. C'est de la digitale. Il s'était figé. Son regard s'était affûté. Un diagnostic très précis pour une barmaid. J'avais dû improviser. Mon père était pharmacien. Je connais les produits chimiques. C'était un mensonge éculé, mais c'était le seul qui me venait à l'esprit. Et ça avait suffi. Ou du moins, ça avait suffi pour qu'il ne me jette pas par-dessus le balcon. Non, son ultimatum avait été autre. Si tu dis la vérité, nous avons un problème. Pierre sait que tu m'as prévenu. Tu es la 2e personne la plus recherchée de Paris. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu ne peux pas aller travailler. Jusqu'à ce que je m'occupe de Pierre, tu m'appartiens. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne suis pas ta propriété. Non, il avait dit, son visage impassible. Tu es mon témoin et ma responsabilité. Bienvenue dans la famille, Marie. Essaie de ne pas nous faire tuer. Ce soir-là, alors que je prenais une douche brûlante dans sa salle de bain luxueuse, plus grande que mon appartement de Montreuil, je me sentais à la fois prisonnière et étrangement en sécurité. C'était paradoxal. Je portais ses vêtements, un jogging en cachemire gris et un t-shirt noir trop grand qui sentait vaguement sa peau. C'était intime, trop intime. Les lumières de Paris, vues du penthouse, ne ressemblaient plus à des joyaux. Elles étaient des milliers d'yeux nous observant. Julien, lui, assemblait un arsenal digne d'un film. Un Sig Sauer silencieux, chargeur, un couteau de combat. Il ne perdait pas un instant. La sécurité du hall venait de tomber.
Pierre avait accès au code, il avait aidé à concevoir les protections. C'était une trahison encore plus profonde. « Tu sais tirer ?» m'avait-il demandé. « Je suis barmaid, pas tueuse à gages. » L'arme, un Glock plus petit, était froide et lourde dans ma main. La panique montait, mais je n'avais pas le choix. Les lumières se sont éteintes. Total silence. La porte de l'appartement avait volé en éclats. C'est là que j'ai appris le tour du plancher, ce passage de maintenance menant à l'appartement d'en dessous. Je suis descendu, les barreaux de l'échelle mordant mes paumes. Au-dessus, le son étouffé des tirs. Julien m'avait suivi, refermant la trappe juste avant que les balles ne déchirent le bois où nous nous tenions. Puis, la course. À travers l'appartement en rénovation, dans l'escalier, jusqu'au parking souterrain. L'Audi grise. Encore une voiture volée, bricolée en un éclair. Juste avant la sortie, un fourgon noir avait bloqué notre chemin. Des hommes armés, un impact violent. Le pare-brise brisé, des éclats de verre partout. J'étais recroquevillé sur le plancher, et quand j'ai osé relever la tête, j'ai vu Julien, le visage pâle, du sang imprégnant son épaule. « Tu es touché. Je conduis. » Il traversait Paris comme un furieux, doublant les voitures, grillant les feux rouges. L'adrénaline s'estompait, il était en état de choc. « Il nous faut un hôpital, » j'avais dit, en tendant la main. « Pas d'hôpitaux, » avait-il craché. « Pierre contrôle les syndicats, il a des yeux partout. Tu vas te vider de ton sang. Alors tu ferais mieux de te souvenir de tes leçons de chimie, Marie, » avait-il répondu, la voix tendue. « Kit de premier secours dans la boîte à gants, on va à la maison du lac, en Savoie. » Le voyage était un flou. L'autoroute A6 défilait, les lumières de Paris s'amenuisaient, Julien s'affaiblissait. « Change de siège, » avais-je ordonné, voyant la sortie de Mâcon. Je connaissais vaguement la région. Il a obéi, s'est effondré sur le bas-côté. J'avais dû le tirer, il était si lourd. Ses défenses s'étaient effondrées. « Ne me laisse pas mourir, Marie, » il avait murmuré, un vrai supplication. Pas un ordre, une imploration. C'était la première fois qu'il se montrait vulnérable. C'est la première fois que j'ai vraiment cru qu'il avait besoin de moi. Je l'ai aidé à s'installer dans le siège passager, puis j'ai pris le volant. J'ai conduit vite, suivant les coordonnées GPS qu'il avait entrées avant de perdre connaissance. 1 heure plus tard, une route de gravier s'enfonçait dans les bois. La maison du lac était un euphémisme. C'était une forteresse moderne de verre et de bois, en porte-à-faux sur le lac Léman, sombre et silencieux. Je l'ai traîné jusqu'à un immense canapé en cuir. Il fallait agir. J'ai déchiré sa chemise. La balle avait traversé le deltoïde. Moche, sanglant, mais aucune artère, aucun os touché. J'ai couru à la cuisine, trouvé de la vodka et un torchon propre. Le kit de premier secours était un vrai kit de combat. Suture, guillet, antiseptique. Quand je suis revenu, Julien m'observait, les yeux mi-clos. « Qui es-tu » il a demandé. J'ai versé de la vodka sur mes mains, puis sur sa plaie. Il a sifflé, son dos se tordant sur le canapé. « Je m'appelle Marie-Lynn, » ai-je dit, en enfilant l'aiguille de suture, mes mains étrangement fermes. J'étais interne en 3e année de chirurgie à la Pitié-Salpêtrière. Il me regardait, fasciné. Mes mains ne tremblaient plus, elles étaient précises. J'ai été viré. Ai-je continué, piquant sa peau. Il a gémi, mais ne s'est pas écarté. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé un chef de service qui prescrivait des opioïdes à des patients sains contre de l'argent. Le chef de service était le neveu d'un grand donateur. Ils m'ont enterré. Perdu ma licence, ma réputation, mise sur liste noire. J'ai fait un nœud, les yeux fixés sur la plaie. Alors, je suis devenu barmaid. Personne ne vérifie les antécédents d'une fille qui sert des whisky. Et j'ai appris à être invisible. Ma voix était pleine d'amertume. Parce que quand on est invisible, les gens parlent devant vous. Ils font des choses comme mettre de la digitale dans un verre. J'ai terminé la dernière suture et collé la gaz. Je me suis reculé, essuyant une trace de son sang de ma joue. « Tu n'es pas une civile » a-t-il murmuré.
la douleur ramenant de la clarté dans ses yeux gris ardoise. Tu es une victime comme moi. Je ne te ressemble en rien. J'ai protesté, allant me laver les mains. Je sauve des vies, tu les prends. Tu as sauvé la mienne, a-t-il souligné. Il s'est assis, grimaçant. Ça fait de toi une complice. Il a tendu son bon bras, saisissant ma main. Cette fois, il ne m'a pas tiré, il l'a juste tenu. Sa main était chaude, rêche et cailleuse. Pourquoi l'as-tu fait, Marie? Vraiment? Tu aurais pu me laisser mourir. Tu savais que j'étais un monstre. J'ai baissé les yeux sur lui. Le clair de lune du lac filtrait par la fenêtre, éclairant les angles vifs de son visage. Il était dangereux, oui, mais il était aussi humain. Parce que, j'ai dit doucement, Pierre souriait, on ne tue pas quelqu'un qu'on aime avec un sourire. C'était lâche. Je déteste les brutes et je déteste les lâches. Julien a eu un rire sec et bref. Il a tiré ma main, l'a portée à ses lèvres. Il a embrassé mes phalanges, un geste étonnamment tendre. « Rappelle-moi de ne jamais te mentir », a-t-il murmuré contre ma peau. L'air entre nous s'est épaissi, chargé de cette tension brute de la survie ou peut-être d'autre chose. Je me sentais attiré par lui irrésistiblement. Il était la tempête et je venais d'entrer dans son œil. Mon père avait l'habitude de dire « Ne fais confiance à personne qui te promet la lune ». Il parlait des marchands de tapis véreux, de ces commerçants au discours trop beau pour être vrai. Mais là, tout prenait une autre dimension. Cette forteresse, cette vie pleine de dangers, ces serments silencieux, c'était à la fois terrifiant et incroyablement réel. Ce n'était pas la lune qu'on me promettait, mais un enfer partagé. Et dans cet enfer, il y avait cette attraction étrange, désordonnée, qui me tirait vers Julien. Je n'avais jamais imaginé que ma vie, si ordonnée, si contrôlée, pourrait basculer de cette manière. C'était comme si tout ce que j'avais refoulé, toutes mes colères, toutes mes frustrations du passé, trouvaient une résonance dans ce monde violent et désabusé. C'était sale, dangereux, mais ça avait le mérite d'être vrai. Le téléphone a sonné. Pas le portable de Julien, mais le fixe de la cuisine, un numéro que personne n'était censé avoir. La tendresse qui flottait entre nous s'est évaporée. « Ne réponds pas », a-t-il commandé, mais la sonnerie persistait. Il a décroché, le visage livide. « C'est qui ?» Il a écouté, son expression passant de la colère au choc pur. Il a raccroché lentement. « Pierre ?» ai-je demandé, la peur au ventre. « Non », a dit Julien se tournant. « Pierre Erbam, la police l'a trouvé dans la ruelle derrière le lys doré. 2 balles dans un œil. Exécution sommaire. » J'ai haleté. Mais qui? Pierre ne m'a pas mis un contrat sur la tête. Il était un pion. Il a essayé de me tuer parce que quelqu'un l'y a forcé. La voix au téléphone, c'était le commissaire Leroy. Un flic ripou, mais il me doit. L'ordre vient de New York, de la commission. La commission? Les 5 familles? Quelqu'un leur a dit que j'étais un informateur, que j'allais les vendre au FBI. Ils ont ordonné à Pierre de nettoyer la maison. Quand il a échoué, ils l'ont nettoyé. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas pour lui, mais pour moi. Ce n'est plus une guerre de gang, Marie. Tout le milieu vient de nous déclarer la guerre. Ils pensent que je suis une balance. Et comme je suis avec toi, ils pensent que je suis l'agent. J'ai terminé, l'horreur me glaçant. On ne peut pas rester ici, qu'a dit Julien. Cet endroit n'est pas secret si la commission est impliquée. Ils ont des ramifications partout. Où allons-nous? J'étais à bout de nerfs. Si on ne pouvait faire confiance ni aux criminels ni aux flics, il y a une personne, a dit Julien, son visage empreint d'une intensité féroce. Un fantôme de mon passé. Tout le monde le croit mort. Si on le trouve, on pourrait survivre. C'était Laurent, l'homme qui lui avait appris à tuer, le seul que les 5 familles craignaient. En voiture, docteur, on va en enfer. Ce moment-là, c'était le summum de l'absurdité. Se faire arrêter. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, même après tout ce qu'on avait traversé.
Mais si j'y pense, toute cette histoire est totalement folle, non? Une barmaid qui sauve un chef de la mafia, des tueurs à gages et des flics corrompus qui se mélangent, des fortunes cachées et des trahisons familiales. Dans ma ville natale, ils auraient dit « C'est une série Netflix, ça ». Mais la vraie vie, c'est rarement assez ordonné, aussi écrit, et les émotions, elles, sont rarement aussi nettes. J'avais peur, oui, une peur panique, mais aussi j'avais le sentiment d'une certaine justesse dans tout ce chaos. Est-ce que c'était le bon choix? Je n'en savais rien. Mais y en avait-il un bon choix, finalement? Je ne sais pas. Revenons à l'histoire. Le trajet jusqu'à Marseille a été un mélange flou de caféine, de pluie et de silence. Julien tenait le coup par pure volonté. Son bras gauche était immobilisé par mon écharpe. Je le regardais. À l'aube, le patron de la mafia ressemblait moins à un roi et plus à un homme hantant sa propre vie. Le mythe s'effritait, révélant les cicatrices. « Pourquoi Marseille ?» ai-je demandé, alors qu'on passait devant un squelette rouillé d'une vieille usine. « Parce que c'est une ville qui sait garder les secrets, » a-t-il répondu, sa voix rauque. « Et parce que Laurent Dubois est mort ici il y a 10 ans. S'il était mort, comment pouvait-il nous aider? Il a simulé sa mort pour échapper à cette vie, » a-t-il expliqué. Il scrutait les rues désolées. C'était le meilleur tueur à gages que la famille ait jamais eu. Il m'a appris que l'arme la plus dangereuse n'est pas un pistolet. C'est la patience. Il vit hors réseau dans les ruines de la friche de la Belle de Mai. Le silence s'est fait quand Julien a coupé le moteur devant le gigantesque complexe industriel couvert de graffitis. « Reste près de moi », a-t-il ordonné, sortant son arme. « Laurent n'aime pas les visiteurs, surtout les fantômes. » Nous nous sommes frayés un chemin à travers les décombres. L'air sentait le béton mouillé et la décomposition. Laurent, un homme d'une 60aine d'années, sculpté dans du vieux cuir et du fil barbelé, nous attendait derrière une porte d'acier secrète, son fusil de chasse braqué sur Julien. « Tu es bruyant, Julien », a-t-il craché. « Je t'ai entendu à 3 pâtés de maison. »« Content de te revoir aussi, vieil homme, » a dit Julien, sans baisser son arme. « J'ai besoin d'un refuge. »« Tu as besoin de funérailles, » a corrigé Laurent, chargeant son fusil. « On sait pour le contrat. 5 millions sur ta tête. » Il a posé son regard sur moi. « Qui est le bagage? »« C'est la raison pour laquelle je respire encore, » a dit Julien sèchement. « Elle m'a sauvé d'une dose de digital. » Laurent a plissé les yeux, m'évaluant. « Une doctoresse ou une empoisonneuse? Une chirurgienne, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme malgré le fusil pointé sur moi. Et si vous ne nous laissez pas entrer, Julien va s'évanouir à cause de la perte de sang dans environ 4 minutes. Je l'ai recousu, mais il a besoin d'antibiotiques et de repos. Si vous voulez sa mort, tirez. Sinon, écartez-vous. » Laurent m'a fixé, et puis un rire sec, rauque, lui a échappé. « Elle a des dents, » a-t-il grommelé. Il s'est écarté. « Entrez avant qu'un drone ne vous repère. » L'intérieur de l'usine était un choc. Ce n'était pas une ruine. C'était une forteresse high-tech. J'ai immédiatement soigné Julien, changé son pansement, forcé les antibiotiques. Il s'est effondré sur un lit de camp. Quelques secondes plus tard, il dormait. Laurent m'a posé une question, sortie de nulle part, alors que je buvais un café amer. « Tu l'aimes? » J'ai failli m'étouffer. Je l'ai rencontré hier soir. Il m'a kidnappé. « Il t'a sauvé, » a corrigé Laurent. « Si tu avais vu le coup, tu étais morte de toute façon. Julien t'a donné une chance. » Il a regardé la silhouette endormie du chef de la mafia. « Il est trop tendre. Il l'a toujours été. C'est pour ça que c'est un bon chef, mais un mauvais tueur. »« Il ne me semble pas tendre. » ai-je murmuré. « Il t'a agrippé le poignet, n'est-ce pas? » a demandé Laurent, les yeux brillants. Au lieu de tirer sur la menace, il a essayé de la sauver. C'est Julien. Il porte le poids du monde. Maintenant, il te porte toi aussi. C'était une observation juste et terriblement dérangeante.
Plus tard ce soir-là, Julien s'est réveillé. Il avait meilleure mine. Il nous a rejoints à la table où Laurent avait affiché un schéma sur l'un des écrans. « J'ai fait des recherches pendant que tu faisais la sieste », a dit Laurent. « La rumeur selon laquelle tu es une balance, elle ne vient pas des flics. Elle vient de l'intérieur de la maison. »« Qui ?» a demandé Julien, la mâchoire serrée. « Marc Fournier », a dit Laurent, tapotant l'écran. Julien a juré. « Fournier, mon comptable, l'homme gère l'argent de la moitié des familles de Paris. Il est neutre. »« Il l'était, » a dit Laurent, « mais il jouait gros. Il est endetté auprès de la mafia russe. Ils l'ont pressé. Il a falsifié une piste numérique, te faisant passer pour un vendeur de routes de transport au FBI. Il a vendu le mensonge à la commission pour que les Russes le lâchent. » Julien a frappé la table du poing. « Fournier détient le grand livre. Si je peux l'obtenir, je peux prouver que les journaux de transaction ont été falsifiés. Je peux prouver mon innocence. »« Et où est le grand livre ?» ai-je demandé. « Sur un disque sécurisé, » a dit Julien. « Fournier ne le quitte jamais. Et demain soir, il organise le gala d'Obsidienne au Grand Palais. »« Un gala ?» J'ai levé un sourcil. « Alors on y va juste ?»« Non, » a dit Laurent, secouant la tête. « C'est l'événement le plus sécurisé de l'année. Détecteur de métaux, scanner biométrique, reconnaissance faciale liée à Interpol. » Julien m'a regardé. Un sourire lent et dangereux s'est étendu sur son visage. « Il cherche un chef de la mafia et une otage, » a dit Julien. « Il ne cherche pas un couple puissant et riche de province. »« Je ne retourne pas à Paris, » ai-je protesté. « C'est du suicide. » Julien s'est levé, s'est approché de moi. Il a tendu la main, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. L'intimité du geste a fait taire la pièce. « C'est la seule façon de retrouver ta vie, Marie, » a-t-il dit doucement. « On récupère le grand livre. On expose Fournier et la prime est levée. Tu pourras rentrer chez toi. Tu pourras redevenir médecin. » J'ai plongé mon regard dans ses yeux gris ardoise. J'y ai vu la promesse et j'y ai vu le regret. Il voulait me libérer, même si cela signifiait me perdre. « Je n'ai pas de robe, » ai-je dit finalement. Laurent a donné un coup de pied à une grande malle métallique dans le coin. « J'ai des déguisements, des passeports, de l'argent et des armes qui tiennent dans une pochette de soirée. » Julien s'est tourné vers Laurent. « Tu viens? »« Je suis à la retraite, » a grommelé Laurent, « mais je conduirai la voiture de fuite. J'ai toujours voulu démolir un musée. » Le Grand Palais était baigné de projecteurs, un phare de la haute société et de la corruption cachée. Des limousines s'alignaient sur les Champs-Élysées. Une Rolls-Royce Phantom Vintage s'est arrêtée au trottoir. Julien est sorti le premier. Il était méconnaissable. Ses cheveux teints d'un brun plus clair et coiffés en arrière. Il portait des lunettes à monture épaisse et un smoking qui coûtait plus cher que mes emprunts étudiants. Il se déplaçait différemment, moins comme un prédateur, plus comme un arrogant milliardaire de la tech. Il a tendu la main vers la voiture. J'ai pris sa main. Je suis sorti sous les flashs des appareils photo et la foule a semblé collectivement aspirer l'air. Je portais une robe vert émeraude dos nu qui épousait mes courbes comme de la soie liquide. Mes cheveux noirs étaient relevés, révélant la ligne élégante de mon cou. Mais la vraie transformation était dans mes yeux. La peur avait disparu. À sa place, une résolution froide, d'acier. Je n'étais plus Mary la barmaid. J'étais Helena Vance, l'héritière imaginaire d'une fortune maritime européenne. « Souris », m'a murmuré Julien à l'oreille en me guidant sur le tapis rouge. « Cet endroit t'appartient. »« Je suis terrifié », ai-je chuchoté en retour, souriant avec éclat aux caméras. « Bien », a-t-il murmuré, sa main reposant de manière possessive sur le bas de mon dos. « La peur te garde alerte. Reste avec moi. Si quelqu'un te demande, tu t'ennuies et tu veux du champagne. » Nous avons passé la sécurité avec les fausses cartes d'identité que Laurent avait fournies. Les données biométriques avaient été piratées. Le système nous a enregistrés comme invités VIP.
À l'intérieur, la galerie était une mer de champagne et de sourires de requin. Julien a navigué dans la pièce avec aisance. Cible à midi, à TB. Marc Fournier tenait audience près d'une exposition de peinture impressionniste. C'était un homme petit et transpirant, l'air nerveux malgré ses rires. Il serrait une mallette à son côté, comme si elle contenait son âme. La mallette, ai-je noté. Le grand livre est dedans. Il ne la lâchera pas, a dit Julien. Il faut le séparer d'elle. Ou de la foule. Laisse-moi faire, ai-je dit. Marie, non. Respecte le plan, a prévenu Julien. Le plan est de créer une diversion, ai-je dit, me détachant de lui. Je vais faire une scène. Avant que Julien ne puisse m'arrêter, j'ai pris 2 verres de vin rouge à un serveur qui passait. J'ai marché droit vers Marc Fournier. J'ai attendu qu'il se tourne, puis j'ai trébuché, en voyant les 2 verres de vin rouge éclabousser sa chemise blanche et la maillette coûteuse. « Oh mon Dieu !» j'ai crié, ma voix stridente et théâtrale. « Je suis si maladroite. Je suis tellement, tellement désolé. » L'agitation a attiré tous les regards. Fournier a baissé les yeux sur sa chemise ruinée, son visage devenant violet de rage. « Espèce de stupide !» a-t-il commencé. « Marc !» Julien est intervenu, sa voix tonitruante. Il a joué le rôle du petit ami indigné à la perfection. Ne lui parle pas comme ça. C'était un accident. Il s'est tourné vers moi, feignant l'inquiétude. « Chérie, tu n'es pas blessé? » « Je suis tellement gêné. » ai-je gémi, enfouissant mon visage dans la poitrine de Julien. Les agents de sécurité se sont précipités. « Monsieur Fournier, » a dit le chef de la sécurité, « allons vous nettoyer. Les toilettes VIP sont juste au bout du couloir. » « Bien, » a claqué Fournier. Il serrait la maillette tachée de vin. « Je vais vous aider, » a proposé Julien, guidant Fournier vers le couloir. « J'ai un stylo anti-tache dans ma veste. Ma fiancée est un désastre avec le vin. J'en ai toujours un. » Fournier, déconcerté et désireux d'échapper au regard, a hoché la tête. « Très bien, venez. » Ils se sont dirigés vers le couloir en marbre, loin de la foule. Au moment où la porte de la salle de bain s'est refermée, l'atmosphère a changé. Il n'y avait plus que Fournier, Julien et 2 gardes de sécurité. Julien n'a pas cherché un stylo anti-tache. Il a agi avec une vitesse qui défiait sa blessure. Il a frappé à la gorge le premier garde, lui effondrant la trachée, et a pivoté pour donner un coup de pied au genou du 2e garde, projetant sa tête contre le lavabo en marbre avec un craquement répugnant. Cela a pris 3 secondes. Fournier est resté figé, la mallette dégoulinant de vin rouge sur le sol. Il a regardé Julien et la reconnaissance a enfin transpercé ses lunettes. « Dubois » a-t-il chuchoté, tremblant. « Bonjour Marc » a dit Julien, redressant sa cravate. « Tu as quelque chose qui m'appartient. »« Si vous me tuez, les Russes vont atomiser la ville » a balbutié Fournier, reculant dans un cabinet. « Je ne veux pas te tuer, Marc. Je veux juste la vérité. » Julien s'est avancé, arrachant la mallette de la poigne du comptable. Il a forcé les verrous. À l'intérieur se trouvait une tablette renforcée, le grand livre. « Marie, viens !» a appelé Julien. J'ai glissé dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière moi. J'ai sorti une petite clé USB cryptée de ma pochette. La technologie de Laurent. « Connecte-le !» a ordonné Julien, tenant Fournier contre le mur par ses revers. J'ai branché la clé à la tablette. « Ça copie. 2 minutes. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» a haleté Fournier. « La commission a une équipe de tueurs dans le bâtiment. Ils savent que vous êtes ici. Je les ai signalés dès que je vous ai vus. » Julien s'est immobilisé. « Quand? » Quand elle a renversé le vin. Fournier a ricané, de la sueur coulant sur son visage. « J'ai un bouton panique sur ma montre. Vous êtes pris au piège, Julien. » Bang! La porte de la salle de bain a tremblé sous un choc violent venant de l'extérieur. « Julien !» j'ai crié, regardant la barre de progression. « 70%! Continue! »
Julien a sorti son P226 silencieux. Il a poussé Fournier au sol. « Reste à terre ou tu meurs !» Il a visé la porte. Bang! Le bois a volé en éclats. La bouche d'un fusil d'assaut est apparue. Julien a tiré 2 coups à travers la porte. Un cri a résonné du couloir. « 90%! » J'ai crié. « Il nous faut une sortie! » Julien a scanné la pièce. Pas de fenêtre, juste la porte et une grille de ventilation en haut du mur. Trop petite. C'est fait. J'ai arraché la clé. Donne-la-moi. Julien a saisi la clé et l'a glissée dans sa poche. La porte a éclaté. 3 hommes en tenue tactique ont fait irruption. Julien a renversé une lourde poubelle en marbre, l'utilisant comme bouclier. Des balles ont fait des étincelles sur la pierre. Il a riposté, abattant l'attaquant en tête. « Marie, mets-toi derrière moi !» Mais nous étions coincés. Pas d'échappatoire. Le couloir était rempli de pas. Julien m'a regardé, les yeux écarquillés, désespéré. Il a attrapé mon visage à 2 mains, me tirant derrière le bouclier de la poubelle. « Écoute-moi, a-t-il dit, sa voix féroce. Quand je me lèverai, tu cours. Tu cours à travers eux. Ne regarde pas en arrière. » Non! J'ai agrippé ses revers. On y va ensemble. Je ne peux pas nous ouvrir la voie à tous les deux, a-t-il dit, le cœur brisé évident dans sa voix. Je t'aime, Marie. Je l'ai compris dans la voiture. Je t'aime. Il m'a embrassé violemment, un baiser qui avait le goût de la finalité et du désespoir. Puis il s'est levé, hurlant, tirant dans l'embrasure de la porte pour attirer leur feu. J'ai hurlé son nom, mais la diversion a fonctionné. Les hommes armés se sont concentrés sur Julien, mais je n'ai pas couru vers la porte. J'ai couru vers l'alarme incendie sur le mur. J'ai brisé la vitre avec mon talon et tiré le levier. Clang, clang, clang. Les gicleurs au-dessus ont explosé. L'eau a plu d'un coup, transformant la salle de bain en une tempête chaotique. La visibilité est tombée à 0. J'ai attrapé le bras de Julien, le tirant vers le bas alors que les tireurs haletaient, aveuglés par le déluge soudain. J'ai sorti une petite fiole en verre de ma pochette. Pas du rouge à lèvres, mais de l'ammoniac concentré que j'avais subtilisé dans le laboratoire de Laurent. Je l'ai écrasé sur le sol. La réaction chimique avec le chlore des produits de nettoyage à proximité a créé un nuage blanc aveuglant et étouffant. Chimie. J'ai toussé, traînant Julien vers la porte pendant que les tueurs s'étouffaient et se grattaient les yeux. Nous avons fait irruption dans le couloir, trempés, haletant pour respirer. Les invités du gala hurlaient, se ruant vers les sorties, alors que l'alarme incendie retentissait. « Fonde-toi dans la main », a commandé Julien. Nous nous sommes joints à la bousculade, la tête baissée, juste 2 invités paniqués de plus fuyant le chaos. Nous avons éclaté les portes du musée dans l'air frais de la nuit. Laurent a arrêté la Rolls-Royce au trottoir, la portière passager déjà ouverte. « Montez !» a crié Laurent. Nous nous sommes jetés à l'arrière. La voiture a démarré en trombe juste au moment où les équipes de sécurité déferlaient du bâtiment. Julien s'est affalé contre le siège en cuir, riant à bout de souffle. Il m'a regardé, mes cheveux collés à mon visage, ma robe ruinée, ma poitrine haletante. « Tu les as gazés », a-t-il dit, me fixant avec admiration. « Ou tu as vraiment fabriqué du gaz moutarde dans une salle de bain. »« Vapeur de chloramine », ai-je corrigé, essoufflé. « Mais c'est proche. » Je l'ai regardé. « Tu as dit que tu m'aimais. » Julien a cessé de rire. La voiture a filé à travers les rues de Paris, nous éloignant de la mort. « Oui, » a-t-il dit sérieusement. « Est-ce que tu le pensais? » Je ne dis pas ce que je ne pense pas, Marie. J'ai attrapé sa cravate et l'ai tirée vers moi. Bien, parce que je n'ai pas encore fini de te sauver la vie. Mais le moment de victoire a été de courte durée. Julien a sorti la clé USB de sa poche. Il l'a regardée, son expression s'assombrissant. « Qu'est-ce qui ne va pas? » ai-je demandé. « Elle est vide, » a dit Julien. « Trop légère. » Il l'a branchée sur la console de la voiture. L'écran a clignoté. « Fichier corrompu. Fournier nous a joué. »
a murmuré Julien, l'horreur dans la voix. Il a effacé les fichiers pendant que nous parlions. Cette clé est vide. J'ai fixé l'écran. Alors, nous n'avons rien. Nous n'avons rien, a confirmé Julien. Et maintenant, ils savent que nous sommes là. Nous n'avons pas échappé, Marie. Nous sommes juste entrés dans une cage plus grande. Laurent a regardé dans le rétroviseur, son visage grave. Il nous reste une carte à jouer, a dit le vieil tueur à gages. Mais ça ne va pas te plaire, Julien. Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir le seul homme qui déteste la commission plus que toi, a dit Laurent. Nous allons voir ton père. Julien est devenu pâle. Mon père est en prison fédérale depuis 20 ans. Exactement, a dit Laurent, ce qui signifie que c'est l'homme le plus en sécurité de France. Et qu'il a gardé une copie du grand livre dans sa tête. S'introduire dans un gala est une chose, ai-je dit, ma voix tremblante. Suggérez-vous que nous nous introduisions dans une prison? Julien m'a regardé, sa main cherchant la mienne dans l'obscurité. Non, a-t-il dit, ses yeux s'endurcissant. Nous allons nous faire arrêter. Le plan était fou, mais le désespoir avait le don de faire passer la folie pour une stratégie. Julien s'est rendu à la police nationale à 6 heures du matin. Il n'a pas offert de confession. Il a offert un marché. Il a exigé une consultation de 15 minutes avec son père, Louis Dubois, concernant des informations sensibles pour la sécurité nationale avant de parler. Et en raison du chaos au gala et des rumeurs d'implication russe, les flics ont mordu à l'hameçon. 2 heures plus tard, je suis entré au centre correctionnel de Fresnes. Je ne portais ni la robe émeraude, ni mon uniforme de barmaid. Je portais un tailleur bleu marine impeccable, mes cheveux tirés en un chignon strict, portant une mallette qui ne contenait qu'un bloc-notes et un stylo. Laurent avait si parfaitement falsifié les accréditations d'une avocate de renom que le scanner à l'entrée n'avait même pas cligné des yeux. On m'a conduite dans une salle de visite froide, au mur d'acier. Julien était déjà là, enchaîné à la table, l'air calme malgré sa combinaison orange. En face de lui était assis Louis Dubois. Le patriarche de la famille Dubois avait 70 ans, mais il ressemblait à un volcan endormi. Il avait les mêmes yeux gris que Julien, mais là où ceux de Julien étaient ardoises, ceux de Louis étaient d'acier, plus durs, plus froids. « Tu as l'air terrible, » a dit Louis, sa voix comme du papier de verre. Il n'a pas regardé Julien. Il m'a regardé. « Et qui est celle-ci? D'habitude, tu engages des avocates plus laides. »« C'est elle qui m'a sauvé la vie, » a dit Julien, sa voix basse. « 2 fois. C'est elle qui a gazé le Grand Palais, » a ri Louis, un son sec et rauque. « J'ai vu les informations. Impressionnant. Nous n'avons pas le temps pour les politesses, ai-je dit, ma voix stable, bien que mes genoux tremblaient sous la table. J'ai posé le bloc-notes sur la surface métallique. Fournier a effacé le grand livre numérique. La commission a mis un contrat sur la tête de Julien. Nous avons besoin des numéros de compte, Louis. Nous savons que vous les avez gardés en tête. Louis s'est penché en arrière, les chaînes cliquetant. Et pourquoi vous les donnerais-je? Si la commission tue Julien, le nom des Dubois meurt, mais je reste en sécurité ici. Si je vous aide, je me fais des ennemis des 5 familles. Si tu ne le fais pas, a dit Julien, se penchant en avant, je dirai aux flics pour les tombes dans les fondations du chantier de la Défense. Tu passeras de la prison fédérale au couloir de la mort. Louis a fixé son fils, et pendant un instant, l'air dans la pièce était si dense qu'on aurait dit qu'il allait se briser. Puis Louise a souri. Ce n'était pas un joli sourire. « Tu as des dents, gamine, enfin. » Louis m'a regardé. « Écris ça, je ne le dirai qu'une fois. » Il a commencé à réciter une série de chiffres et de coordonnées. Ce n'était pas seulement des comptes bancaires. C'étaient les emplacements GPS de disques durs physiques enterrés dans 3 cimetières à travers la France. La politique d'assurance ultime. J'ai écrit furieusement, ma main se crispant. « Une dernière chose, » a dit Louis, alors que le gardien signalait la fin de la réunion. Il a regardé Julien. « Sors de cette vie, Julien.
Tu n'as jamais été faite pour ça. Tu te soucies trop. Prends la fille et fuis. Julien a regardé son père. Un rare moment de compréhension est passé entre eux. Au revoir, papa. Nous avons été escortés. Julien vers sa cellule. Moi vers la sortie. Mais au moment où j'ai franchi les portes de la prison, je n'ai pas couru. J'ai tendu le bloc-notes à Laurent, qui attendait dans une berline discrète. Télécharge-le, ai-je ordonné. Envoie-le à la police nationale, au fisc et au monde. Brûle tout. Laurent a souri, tapotant sur son ordinateur portable. Avec plaisir. En moins de 24 heures, le milieu s'est effondré. Les informations fournies par Louis ont mené à des raids simultanés sur les têtes des 5 familles. Les preuves étaient irréfutables. La prime sur Julien était nulle et non avenue parce que les gens qui la payaient étaient tous menottés. Julien a été libéré 3 jours plus tard. Ses charges ont été abandonnées en échange des renseignements. Il est sorti des lourdes portes d'acier de Fresnes sous le soleil aveuglant de l'après-midi. Il a regardé autour de lui, s'attendant à moitié à une équipe de tueurs. Au lieu de cela, il a vu l'Audi grise arrêtée au trottoir. J'étais appuyé contre la portière. Je portais ma vieille veste en cuir et un jean. Je ressemblais à la barmaid qu'il avait rencontrée cette première nuit, mais je me tenais comme une reine. Julien s'est approché de moi. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste serré dans ses bras et a enfoui son visage dans mon cou, respirant mon odeur de pluie et de survie. « C'est fini !» ai-je murmuré contre sa poitrine. « Non !» a dit Julien en reculant, me regardant dans les yeux. Il a pris ma main, le même poignet qu'il avait saisi cette nuit-là au club, mais cette fois sa prise était douce. Ça ne fait que commencer. Il m'a ouvert la portière de la voiture. « Où ça ?» ai-je demandé. Julien a souri, le premier sourire authentique, insouciant que je lui avais jamais vu. « Partout où tu veux, tant que c'est toi qui sers les verres. » Et juste comme ça, la barmaid et le chef ont disparu. Certains disent qu'ils sont en Italie, d'autres qu'ils ont ouvert un bar tranquille en Bretagne. Mais une chose est certaine, je n'ai pas seulement sauvé la vie de Julien cette nuit-là. J'ai aussi, d'une certaine manière, sauvé la mienne. Est-ce que c'était la meilleure décision? Probablement pas. Était-elle la plus folle? Sans doute. Mais c'était ma décision. Et aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai commis une erreur monumentale. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait. Mais cette histoire, c'est la nôtre.